C'est à moi qu'il me revient de vous remercier tous, mes chers amis, parce que vous me faites un cadeau magnifique, magnifique avec ces cérémonies, cette rencontre que nous avons eue hier et qui se prolonge aujourd'hui extraordinairement. Vous avez fait une présentation tellement bienveillante, je dirais trop bienveillante. Maintenant, il me reste à essayer de ressembler à ce portrait que vous avez tracé. Mais avant tout, je voudrais adresser une pensée émue à celle qui nous réunit ici, aujourd'hui, Silvia Santano. Vous nous avez dit, Monsieur le Président, combien elle était engagée dans la défense des droits de l'homme, de la dignité humaine, et je pense qu'elle est d'une certaine manière parmi nous. Je tenais à exprimer cette émotion particulière à son égard. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux personnalités qui sont venues, aux personnalités du monde universitaire, mais aussi du monde judiciaire, du monde diplomatique, aux amis, aux collègues qui me font à la fois l'honneur et l'amitié de leur présence. J'aimerais aussi remercier les organisateurs. Les organisateurs, l'association Silvia Santano, l'université, la Sapienza, la ville de Rome, car ils me donnent cette occasion exceptionnelle de prendre la parole en ce lieu prestigieux et ce lieu légendaire aussi, car c'est un lieu qui évoque à la fois la Rome antique, nous sommes dans la salle Jules César, et l'humanisme de la Renaissance. La ville de Rome, je pense à Montaigne, qui est l'un des symboles en France de l'humanisme et de l'humanisme juridique. Il entreprit le voyage à Rome comme un pèlerinage aux sources mêmes de l'humanisme. Son titre de citoyen romain, dont il était très fier, doit se trouver encore quelque part dans les archives du Capitole. Et ce que j'ai noté dans son journal de voyage, c'est qu'il se disait impressionné par la façon qu'ont les Romains d'accueillir les étrangers avec le plus grand naturel. Chacun y est comme chez soi. C'est un peu ce que nous avons vécu hier soir en allant au Palais Farnese et puis au Palais Borghese. Nous étions accueillis comme si nous étions chez nous. Et Montaigne ajoutait, Rome, c'est la plus commune ville au monde. Par commune, il entendait universelle. La seule ville commune et universelle, il le redit dans un autre texte. Alors à cette heure de l'européanisation et de la mondialisation, je pense que Rome est plus que jamais le lieu privilégié pour évoquer cette humanité si complexe, je dirais si paradoxale, car elle reste marquée à la fois par le relativisme de chaque culture. Le mot homme renvoie d'abord aux membres du groupe et s'oppose au départ à ceux qui n'appartiennent pas au même groupe, qui sont les barbares. Et en même temps, marqué comme est l'humanité par l'universalisme qui inspire ou qui devrait inspirer l'idée même d'un humanisme juridique. Une idée qui, depuis peu, est inscrite dans des notions, dans des expressions, comme patrimoine commun de l'humanité, dans le droit de l'environnement, famille humaine, je pense au préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puisque nous sommes entre pénalistes, crime contre l'humanité, qui renvoie au statut du tribunal de Nuremberg, mais aussi de la Cour pénale internationale. N'oublions pas que la convention portant statut de la Cour a été signée à Rome. Alors cette humanité, elle
paradoxe peut s'expliquer si l'on combine, et c'est le thème qui a été proposé pour cette leçon, si l'on combine humanité et espèce humaine. Je dis qu'il faut combiner les termes, car à première vue, ils désignent deux faces de la même réalité. Le droit protège l'humanité, donc il protège l'espèce humaine et réciproquement. Et pourtant, les deux termes renvoient à deux processus d'évolution qui sont différents, voire contraires. Car l'espèce nous renvoie à une évolution biologique, l'hominisation, c'est-à-dire l'émergence d'une seule espèce humaine. Darwin lui-même disait il y a des sous-espèces, mais elles coïncident sur tant de particularités qu'on ne peut les expliquer que par un concept commun. Autrement dit, c'est un processus unificateur, c'est un processus qui conduit vers l'universalisme. Alors, l'humanité, l'autre terme, renvoie plutôt à l'évolution culturelle, à l'humanisation. Et là, l'histoire nous montre que l'humanisation s'est faite au pluriel. Il faudrait dire les humanisations, à travers les normativités diverses, notamment pénales, qui, au départ, étaient propres à chaque groupe. L'humanisation, c'est un processus diversificateur qui conduit vers un certain relativisme. Pendant longtemps, je dirais que la contradiction était peu visible parce qu'il s'agissait d'univers différents. L'hominisation intéressait les sciences de la nature, les scientifiques au sens précis du terme, et puis l'humanisation, c'était l'histoire, c'était les sciences humaines et sociales. Ni la même échelle de temps, d'un côté on mesure en millions d'années, de l'autre en milliers à peine, ni les mêmes critères. Du côté de l'espèce, c'est essentiellement la vie qui est valorisée. Du côté de l'humanité, c'est la promotion de la dignité de l'être humain, la dignité de chaque être humain. Mais précisément, parce que nous entrons dans une phase nouvelle qui est la mondialisation, les deux processus vont se rejoindre. Avec la mondialisation technologique, les connaissances scientifiques permettraient de changer maintenant l'espèce humaine, de modifier le mode de reproduction, on pense au clonage, ou les caractéristiques génétiques, on parle de manipulation génétique, voire neuronale, on parle même de fabriquer des hybrides, homme-machine, homme-animal, comme si l'évolution biologique impliquait désormais une diversification de l'espèce. Et puis, avec la mondialisation, il y a aussi un certain universalisme éthique qui se met en place. Et là, c'est l'inverse. Les normes juridiques, notamment pénales, expriment un mouvement vers le rapprochement régional, l'Europe, voire mondial, l'unification autour de concepts comme le crime contre l'humanité. Au fond, comme si tout se passe comme si l'évolution éthique tendait vers l'unification des cultures. C'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si la Convention de l'UNESCO de 2005, après la déclaration de 2001, rappelle que la diversité des cultures fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Mais même sans aller jusqu'à l'hypothèse extrême où il y aurait inversion des deux processus, les tensions, je dirais, entre hominisation et humanisation, plus précisément entre universalisme et relativisme, entre tradition nationale et perspective supranationale, c'est le thème du colloque, deviennent de plus en plus visibles et le droit pénal est en première ligne. Alors, je me suis posé la question, au stade de cette émergence de valeurs communes, quel est le rôle du droit pénal? Et il me semble qu'il y a trois possibilités.
dans un moment de transition, donc le choix est encore ouvert. Soit le droit pénal se limite à exprimer les tensions à travers les valeurs protégées par les incriminations pénales, il est tout simplement un révélateur. Ou alors le droit pénal exacerbe les tensions au risque de conflit qui pourrait conduire à une déshumanisation. C'est ce droit terrible qui a été évoqué par certains. C'est le droit pénal perturbateur. Et le rêve, l'espoir, c'est que le droit pénal parvienne à transformer les tensions en interaction entre l'humain et l'inhumain, l'humain et le non-humain, qui pourrait contribuer à renforcer le processus d'humanisation. Ça, c'est le droit pénal régulateur. Mais d'abord, le droit pénal révélateur des tensions. À première vue, les processus d'hominisation et d'humanisation sont au cœur des grandes incriminations pénales, les atteintes à la vie, à travers l'incrimination très ancienne de l'homicide, plus récemment les atteintes à la dignité de la personne humaine. On voit monter ce concept de dignité humaine avec les crimes de guerre, avec les grandes conventions de La Haye et de Genève, mais l'expression elle-même la plus emblématique, c'est bien sûr le crime contre l'humanité. En fait, quand on regarde de près chacune de ces incriminations, on voit qu'il reste des tensions fortes. Quand on regarde l'incrimination de l'homicide, apparemment c'est la plus proche du processus d'hominisation. On peut penser que si l'interdit de tuer son prochain est universel, c'est aussi parce qu'il protège l'espèce humaine, compris à travers les exceptions. La définition des exceptions est presque unifiée. Mais pourtant, quand on regarde de près le droit pénal, on s'aperçoit que, s'agissant du droit à la vie, les choses ne sont pas si simples. Les représentations varient quant au commencement et quant à la fin de la vie. Et au fond, on retrouve là une idée qu'exprimait la philosophe Hannah Arendt quand elle compare la vie humaine, qui est bornée par un commencement et une fin, au mouvement cyclique de la nature, qui impose à tout vivant de ne connaître ni la mort ni la naissance au sens où nous entendons ces mots. Hannah Arendt concluait « La naissance et la mort humaines ne sont pas de simples événements naturels. » C'est peut-être ce qui explique pourquoi les incriminations pénales de l'avortement, de l'euthanasie, aux deux bouts du processus, varient d'un pays à l'autre. Et ces variations, on les observe même en Europe. Même en Europe, on les observe à la lecture de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est très prudente, la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est très prudente sur l'avortement. Elle a toujours évité de rattacher le débat au droit à la vie. Elle a essayé de traiter par le biais des droits à la vie privée de la mère, santé de la mère, droit à la vie familiale du père. Elle admet l'avortement quand il est prévu, mais elle ne l'impose pas aux États qui le limitent. C'est peut-être à propos d'ailleurs de l'avortement involontaire que la Cour européenne des droits de l'homme est le plus claire sur les processus qui sous-tendent l'incrimination. Je pense à une affaire qui a été jugée il y a quelques années, en 2004, contre la France, à l'occasion d'un avortement qui avait été provoqué par un médecin à la suite d'une erreur. Est-ce qu'il s'agissait d'un homicide involontaire? La Cour européenne répond à la question avec une très grande prudence. Le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États. On est là dans le pluralisme. La Cour tend à considérer qu'elle doit leur être reconnue dans ce domaine, même dans le cadre d'une interprétation évolutive. Et sa motivation précise marque la tension au sein des États, mais marque aussi la tension hominisation-humanisation. Car la Cour cite la Convention d'Oviedo sur le droit de l'homme et la biomédecine
en disant tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun entre les États européens l'appartenance à l'espèce humaine, hominisation. Mais ça n'est pas suffisant. Elle revient à l'humanisation et elle nous explique que la potentialité de l'embryon et sa capacité à devenir une personne doivent être protégées non pas au nom du droit à la vie, mais au nom du droit à la dignité humaine, sans pour autant en faire une personne qui aurait un droit à la vie. Autrement dit, le statut est très traduit, le statut de l'embryon tel qu'il se dessine à travers cela, c'est un statut traduit. Il n'est pas encore une personne, mais il est plus qu'une simple chose. Il n'est pas encore une personne et la Cour ne condamne pas l'avortement, mais il est plus qu'une simple chose et la Cour implicitement légitime les interdits d'utiliser l'embryon comme produit ordinaire, comme une chose ordinaire. Alors on retrouve un peu cette prudence à propos de l'euthanasie. L'euthanasie, il y a beaucoup d'affaires récentes, mais il y a une affaire un peu plus ancienne, l'affaire Preti de 2002, qui est un peu emblématique de la position de la Cour européenne. Il s'agissait d'une dame qui était paralysée par une maladie neurovégétative et qui souhaitait que son mari puisse mettre fin à ses jours. Constatant le refus de son pays, Royaume-Uni, elle porte un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un recours extraordinaire, puisqu'elle demande qu'on puisse porter atteinte au droit à la vie au nom du droit à la dignité. C'est vraiment la tension forte entre les deux axes que j'ai dégagés. Alors la Cour européenne, là aussi, va rester prudente. Elle a une phrase qui est importante. Le droit à la vie a été conçu pour protéger le caractère sacré de la vie, mais la Cour refuse de lui opposer le droit à la dignité. Le droit à la dignité n'oblige pas les États à agir contre la vie. Et pourtant, la Cour en trouve une petite fenêtre vers une évolution possible. Elle n'exclut pas un assouplissement des principes au nom de la notion de qualité de la vie. La qualité de la vie prend toute sa signification face à la sophistication médicale croissante et à une augmentation de l'espérance de vie. De nombreuses personnes redoutent qu'on les force à se maintenir en vie dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la perception qu'elles ont d'elles-mêmes et de leur identité personnelle. Autrement dit, la Cour admet que les pratiques biomédicales ont modifié la perception de la mort, ont transformé les valeurs et les exigences normatives qui orientent nos choix. Et cette notion plus subjective de qualité de la vie, c'est-à-dire de vie conforme à la dignité humaine, se distingue de la simple notion de survie au sens biologique. La dignité humaine au sens humaniste peut ainsi entrer en conflit avec la survie au sens biologique, et le droit pénal est révélateur de cette tension. Il est également révélateur de la tension à travers le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, comme je le disais, c'est inscrit dans le prolongement du droit de la guerre, du droit humanitaire des grandes conventions, mais il est apparu très tard. Il est apparu donc à Nuremberg, et il est apparu, surtout, il a été complété au fil des conventions internationales qui ont suivi le traité de Nuremberg. Apparemment, l'incrimination du crime contre l'humanité est plus liée au processus d'humanisation et de respect de la dignité de la vie qu'au processus biologique. Et pourtant, on voit progressivement que les deux questions s'enchevêtrent dans l'évolution du crime contre l'humanité. La liste est extensive, la liste des comportements est extensive, elle est hétérogène depuis le début. Depuis le statut de Nuremberg, il y a des atteintes à la vie, comme l'assassinat ou l'extermination, et maintenant les disparitions forcées. Il y a des atteintes à l'égale dignité, comme l'esclavage, la déportation, ou
tout autre acte inhumain, ou comme les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, religieux. Et puis, il y a des textes qui vont ajouter par la suite la torture, le viol, les formes de violence sexuelle grave, l'esclavage sexuel, la grossesse forcée, la stérilisation forcée. Mais c'est peut-être avec le génocide, au sens précis du terme, que la tension est la plus nette. Parce que le génocide était d'abord confondu avec le crime contre l'humanité, et puis la Convention de 1948 a consacré le génocide de façon autonome, avec un régime juridique particulier. Et la définition qui est reprise dans le statut de la Cour pénale internationale pose comme critère essentiel une destruction, donc une atteinte à la vie, mais une destruction sélective. C'est le critère discriminatoire national, racial ou religieux qui est décisif pour caractériser le génocide. Donc c'est l'idée d'une atteinte à la personnalité, à la dignité humaine. On peut dire que c'est la dépersonnalisation, la déshumanisation de la victime, un être humain réduit à son appartenance à un groupe, au lieu d'être considéré dans sa singularité. Cela dit, la dimension biologique reste forte, puisqu'il s'agit d'une destruction massive, systématique et massive. Mais la biologie, on la voit surtout apparaître avec la possibilité de commettre des crimes en fabriquant la vie, non pas en détruisant la vie, mais en fabriquant la vie. C'est le problème que pose la possibilité scientifique d'un clonage reproductif humain, c'est le problème que pose l'eugénisme, c'est le problème que poserait à terme la fabrication de chimères. Alors la tentation de rattacher l'interdit au seul processus d'hominisation, c'est-à-dire au seul processus biologique, a été illustrée par le Code pénal français. Le Code pénal français sépare les infractions en matière d'éthique biomédicale, dans lesquelles il voit la protection de l'espèce humaine, du corps humain et de l'embryon, de la partie des crimes contre les personnes. Autrement dit, le Code pénal français, ce qui peut paraître quelque chose d'un peu extraordinaire, sépare le crime contre l'espèce humaine du crime contre l'humanité. Les peines ne sont même pas les mêmes. C'est une manière étonnante de séparer ce qui, dans l'histoire, a toujours été enchevêtré. Et c'est là que peut-être le droit pénal pourrait devenir perturbateur. Parce que séparer l'espèce de la notion d'espèce humaine de la notion d'humanité, c'est prendre le risque de légitimer une déshumanisation. C'est prendre le risque de traiter un être biologiquement humain comme n'appartenant pas à l'humanité en tant que famille humaine. Et c'est prendre le risque d'un traitement inhumain. Mais il y a une autre perturbation possible en droit pénal, c'est le cas inverse qui est posé à l'heure actuelle. Traiter les êtres vivants non humains comme des êtres humains. Certains ont été jusqu'à parler de génocide pour les animaux. Et indirectement, c'est aussi une manière peut-être de prendre le risque de déshumaniser. Alors la déshumanisation directe de l'être humain, ce n'est pas quelque chose de nouveau, allez-vous dire. Toutes les nations ont pratiqué, sous des formes diverses, l'esclavage, ou des procédures, ou des processus comparables. Et je me souviens, nous nous souvenons tous, qu'au XVIe siècle, les humanistes de la Renaissance se demandaient encore si les Indiens étaient bien des hommes. C'est la célèbre controverse de Valladolid, où il a fallu toute la force de conviction de Las Casas pour défendre l'idée que les Indiens auraient les mêmes droits humains que les chrétiens. Mais le droit pénal, quand on le regarde d'un œil un peu critique, risque de déshumaniser le criminel lui-même. C'est non seulement la notion
dégradant, mais c'est aussi par une sorte d'anthropologie pénale qui sous-tend le débat, qui a été très vif et qui réapparaît depuis quelques années sur la responsabilité distincte de la dangerosité, ou plutôt l'inverse, la dangerosité autonomisée par rapport à la responsabilité. Alors à la fin du XIXe siècle, les arguments se disaient scientifiques. C'était Lombroso, en appelant à Darwin, invoquant Darwin et l'évolutionnisme, pour remettre en cause l'idée de responsabilité pénale et pour fonder sur la continuité entre l'homme et l'animal, l'idée que certaines formes de criminalité sont commises par des criminels qui sont restés en arrière dans l'évolution, qui constituent une race à part, pas tout à fait des hommes. Mais le discours savant, au XXe siècle, il va nourrir les théories eugénistes. Au nom d'une normalité introuvable, on va voir apparaître la figure de l'anormal, une sorte de résurgence du monstre du Moyen-Âge, comme un humain inachevé, un mélange d'humain et de non-humain, et cela aura des conséquences concrètes redoutables, en permettant la stérilisation des criminels, puis les politiques de castration et d'élimination dans la humanité réelle. Et au XXIe siècle, nous avons de nouveaux monstres. Je pense aux terroristes ennemis combattants illégaux qui furent pendant un certain temps après le 11 septembre et hors la loi. Ils n'étaient ni criminels ni combattants, donc ils ne pouvaient bénéficier ni des garanties de la procédure pénale ni du droit de la guerre. Je pense aux pervers sexuels, chez lesquels certains voient comme une résurgence du criminel né. Et on voit connaître ainsi une anthropologie criminelle qui, pour certains pays, a été jusqu'à admettre la torture, qui, dans d'autres pays, a permis de transposer le principe de précaution aux êtres humains en ajoutant à la punition, une fois la punition exécutée, une rétention de sûreté de durée indéterminée, voire perpétuelle, fondée sur le seul pronostic de récidive. Ce sont des personnes qui sont éliminées comme on éliminerait des animaux dangereux. Il s'agit de se protéger contre leur dangerosité, comme on se protège contre la dangerosité des animaux. C'est la loi française, c'est la loi allemande, c'est quelques lois européennes. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a rendu des décisions à propos de l'Allemagne, qui seraient sans doute applicables à la France aussi, très rigoureuse, en considérant que le critère de dangerosité était trop général pour légitimer une privation de liberté. Elle a condamné sur la base de l'article 5 de la Convention. J'aurais aimé qu'elle s'interroge aussi sur la base de l'article 3. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ces internements à durée indéterminée sur le seul motif de dangerosité, quelque chose qui ressemble à un traitement inhumain, quelque chose qui ressemble à une déshumanisation? Une régression en tout cas, et la prouve que le droit pénal peut perturber lorsqu'il déshumanise directement l'être humain. Mais il y a le phénomène inverse. Le phénomène inverse, c'est l'assimilation du non-humain à l'humain. C'est l'incrimination, l'humanisation du non-humain. Alors, s'agissant de l'animal, on l'a autrefois dans l'histoire parfois considéré comme possible auteur du crime. Mais tout le monde a renoncé à cette vision de la responsabilité pénale de l'animal. En revanche, récemment se pose le problème de la reconnaissance de l'animal comme sujet de droit à protéger, comme victime en cas de violation de ses droits. Et c'est ainsi qu'une déclaration des droits de l'animal qui a été adoptée dans les locaux de l'UNESCO, mais pas sous l'égide de l'UNESCO, en 1978, va jusqu'à qualifier de génocide certains comportements concernant les animaux, ce qui va certainement trop loin dans le sens d'une humanisation qui aboutirait à confondre l'homme et l'animal. La question se pose aussi
dans une vision extrémiste de la protection de la nature, certains dispositifs juridiques vont très loin, certaines constitutions, je pense à l'Équateur, reconnaissent la nature comme sujet de droit, la Suisse, à sa manière, parle aussi de la diversité biologique comme sujet de droit. Alors peut-être va-t-on là trop loin entre la personnification de l'animal et celle de la nature. Le non-humain ne se sépare plus nettement de l'humain dans une conception du monde qui privilégierait non plus un dualisme, mais un monisme, au risque d'avoir pour effet indirect la déshumanisation. Tout être vivant deviendrait une personne. Il reste à se demander s'il est possible, et je le crois profondément, de concevoir un droit pénal différent. Au lieu d'exacerber les tensions, hominisation, humanisation, les transformer en interaction. Échapper donc à ces courants radicaux que j'évoquais il y a un instant. C'est le droit pénal régulateur. Le droit pénal régulateur, au fond, il nous ramène à l'interrogation sur les deux couples de valeurs que j'ai évoqués, humain, inhumain et humain, non humain. S'agissant du couple humain-inhumain, l'idée c'est que le droit pénal doit protéger l'humanité. Protéger l'humanité, c'est ça l'objectif, contre les traitements inhumains. Mais le développement des nouvelles technologies invite à intégrer à ces comportements inhumains les phénomènes liés aux biotechnologies, tels que je les ai évoqués tout à l'heure. C'est le droit pénal de l'inhumain qui est déjà construit mais encore inachevé. Et puis le couple humain-non humain, là l'objectif est différent. L'objectif est plus nuancé. Il s'agit d'éviter d'assimiler le vivant non humain à l'humanité, refuser un monisme radical, mais il ne faut pas pour autant renoncer à protéger le non humain. Et là, le droit pénal doit servir, à mon avis, à responsabiliser l'humanité, la protéger d'un côté, la responsabiliser de l'autre. L'humanité est l'auteur et pas seulement la victime. C'est ce que j'appellerais le droit pénal vivant non humain, peut-être plus précisément le droit pénal de l'écosystème. Et là, c'est un droit qui est encore en gestation. Alors pour ce qui est du droit pénal de l'inhumain, ce qui reste à faire comme travail, c'est d'essayer d'éclairer l'interprétation des textes sur les traitements inhumains. Vous savez, dans le statut de la Cour pénale internationale, on a gardé l'expression, il y a une énumération de comportements précis, et puis il y a ou tout autre traitement inhumain, sans définition de l'inhumain. Donc si on veut être plus respectueux des principes de légalité et d'interprétation stricte, il faut arriver à dégager une sorte d'état-principe qui permettrait de savoir où est, où commence et où s'arrête l'humain, donc l'inhumain. Ça veut dire essayer de dégager les caractéristiques de l'humain qui, au fond, font la différence entre un crime contre l'humanité et un crime ordinaire. Il m'a semblé qu'il était possible de dégager ces caractéristiques de la liste des crimes contre l'humanité telle qu'elle figure dans le droit international et dans les droits nationaux, car on y trouve, par-delà la diversité des cultures, deux caractères indissociables et même inexplicables, car ils se nourrissent l'un de l'autre. C'est la singularité de chaque être humain, et ça c'est le fait culturel de la diversification comme humanisation. Et l'autre caractère, c'est l'égale appartenance de chaque être humain à la communauté humaine, c'est le fait biologique de l'humanisation, l'unification créée par cette unification, par cette biologisation. Alors ce que je propose, c'est d'ériger ces deux caractéristiques en méta-principes pour orienter l'interprétation. Mais ça ne suffit pas à résoudre les problèmes créés par les biotechnologies. Comme je le disais, la question est de savoir si on peut commettre un crime contre l'humanité en
l'image par eugénisme ou par autre manipulation. Et là, il serait nécessaire de dégager un troisième caractère de l'humain qui se situe au croisement du biologique et du culturel, que j'appellerais le principe de l'indétermination. L'indétermination, les biologistes la constatent. Les biologistes considèrent que ce qui caractérise l'espèce humaine par rapport aux espèces animales, ce n'est pas tellement la génétique, mais c'est l'épigénétique, c'est la variabilité épigénétique qui est extrêmement forte chez l'homme, ce qui veut dire que l'indétermination est sans doute nécessaire à la survie de notre espèce. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle favorise la créativité et l'adaptabilité à des conditions extrêmement diverses. Mais d'un autre côté, l'indétermination, tout le monde le sait, c'est la source de la responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité si on est totalement déterminé. Donc c'est au cœur de la dignité humaine. C'est au cœur du sentiment de liberté qui institue l'homme dans sa dignité. Donc l'idée, ce serait de réunifier crime contre l'humanité et crime contre l'espèce humaine autour de ces trois méta-principes. Et je soumets aux pénalistes que vous êtes cette suggestion. Mais cette suggestion ne suffit pas à faire du droit pénal le régulateur professionnel. Il faut aussi responsabiliser l'humanité, il ne s'agit pas seulement de la protéger. Et là, c'est un droit pénal de l'écosystème qu'on peut commencer à entrevoir. Il est encore en gestation, car les objectifs sont difficiles à cerner pour éviter les effets pervers. Les effets pervers, c'est le dualisme radical qui maintient une stricte opposition entre l'humain et le non-humain, qui traite l'animal en chose et la nature en propriété de l'homme. Mais le risque, l'effet pervers, c'est aussi le monisme absolu qui admettrait une continuité sans doute excessive. On a besoin sans doute de catégories nouvelles. L'animal n'est ni une personne ni une chose. Il faut la abandonner, peut-être la grande division du droit romain, ou l'enrichir. L'animal, c'est un être sensible, disent les textes européens notamment. Et pour la nature, je dirais qu'elle n'est ni patrimoine de l'humanité, ni sujet autonome, mais plutôt bien commun, ou peut-être bien public mondial, concept plus large que patrimoine commun de l'humanité, et concept qui englobe d'ailleurs la protection des générations futures. Alors ce devoir de protéger l'écosystème, ce serait le méta-principe au nom duquel le droit pénal pourra incriminer non pas n'importe quel comportement d'atteinte à la vie ou à l'être sensible de l'animal, mais les comportements les plus graves quand il y a une action massive et systématique contre les uns ou contre les autres. En somme, l'écocide, s'il est un jour incriminé, n'aura pas seulement pour fonction de protéger la survie de l'espèce, mais de responsabiliser l'humanité et de mettre le droit au service de la relation entre les humains et les autres espèces vivantes. Encore faudra-t-il tracer des limites, car la responsabilité ne peut pas être infinie, ce sera une manière de paralyser toute innovation. Il faudra s'inspirer sans doute des incriminations existantes, exiger des pratiques collectives, des pratiques généralisées ou systématiques. Alors j'en viens à la conclusion de cet exercice qui est en partie, vous le voyez, une sorte de droit pénal imaginaire. On a parlé des forces imaginantes du droit. Je crois que le droit pénal que j'esquisse à la fin de cet exposé, c'est un droit pénal encore imaginaire. Mais il me paraît nécessaire face à l'accélération des innovations technologiques. L'accélération est sans doute le phénomène qui caractérise notre époque, et la réponse, c'est l'innovation juridique. C'est l'innovation juridique afin de permettre au droit en général et au droit pénal en particulier d'anticiper. Je crois qu'il y a une sorte de nouvel objectif pour le droit pénal, c'est d'anticiper et pas seulement de réagir quand il
qu'il est déjà trop tard. Pas de courir derrière les progrès technologiques, mais d'essayer d'anticiper. De ce point de vue, d'ailleurs, l'incrimination de clonage reproductif humain qui n'a pas encore été pratiqué est un bon exemple. Mais anticiper, ça n'est pas basculer d'un extrême à l'autre. Il y a là encore un risque. Il faut éviter à la fois les sociétés du savoir où tout serait permis au nom de la science, au risque de laisser la loi du marché décider à notre place, mais il faut éviter aussi les sociétés de la peur, où la tendance est de tout interdire, au nom d'un principe de précaution généralisée et au risque de paralyser toute initiative. Alors, pour échapper à cette alternative binaire, il faut non seulement définir avec précision les éléments du droit pénal, mais il faut expliciter les objectifs. Et c'est, me semble-t-il, ce seront mes derniers mots, les conditions pour renouveler l'humanisme juridique. J'ai commencé par l'humanisme juridique et je voudrais terminer par lui. Renouveler l'humanisme juridique à travers les deux nouvelles branches du droit pénal que nous avons rapidement explorées. Le droit pénal de l'inhumain, par extension du crime contre l'humanité, il exprime un humanisme dynamique qui n'est pas posé comme un dogme, mais qui est interactif et qui est évolutif. Il est construit sur la relation humaine-humain selon les trois métaprincipes que j'ai évoqués. Et puis l'autre nouvelle branche, ce serait le droit pénal de l'écosystème, encore en gestation, qui lui exprime un humanisme ouvert. L'espèce humaine n'est pas isolée des autres, elle fait partie de l'écosystème. La situation de l'être humain et de notre famille humaine, c'est d'être à la fois interdépendant et responsable. Nous sommes responsables de la survie des générations futures, nous sommes responsables tout simplement parce que nous sommes le seul être vivant pouvant penser la sauvegarde du vivant non humain. Et par-delà les sociétés de la peur ou les sociétés du savoir, on souhaite serait l'avènement de ce que j'appellerais les sociétés d'espérance. L'espérance qui n'interdit pas la vigilance ni la critique, mais qui implique la confiance. Autrement dit, le droit pénal y contribuera s'il consacre un humanisme de protection, mais aussi de responsabilité. Et je voudrais laisser les derniers mots à un poète, René Char, qui écrivait pendant la dernière guerre mondiale, à propos de l'humanisme, un humanisme conscient de ses devoirs, discret sur ses vertus et résolu à payer le prix pour cela. C'est aussi à nous, les pénalistes, de suivre cet enseignement. Merci à vous. Grazie e possiamo quindi procedere alla premiazione.
que ce n'est pas moi qui suis récompensée, c'est toute la communauté des juristes et des pénalistes. Je pense notamment aux anciens, aux collègues contemporains et à ceux qui suivent, à ceux qui continuent, à ceux qui m'enseignent maintenant. Les anciens étudiants sont devenus des professeurs. C'est eux qui ont fait le miracle de la traduction en très peu de temps d'un texte qui changeait tous les jours. Ils ont reçu 5 versions du texte. Donc vous savez, la traduction, celle que j'ai présentée, est une 6e. Alors ils ont une immense patience avec moi et